Bonjour à tous. La salle est un peu bizarre, donc je sais pas trop, je sais pas trop où me tourner, mais bon. Donc moi, je m'appelle Susanna. Je viens du milieu de la communication. Je suis un peu attirée par des sujets un peu techniques. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à la data vise et à la cartographie, parce que je pense que c'est des outils qui permettent de rendre plus accessible le message, tout simplement. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon outil préféré en termes de carto. Il y en a beaucoup, hein, avec les outils Google, OpenStreetMap, il y a du choix, quoi. Mais CartoDB, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que ça permet une personnalisation très importante et parce que c'est simple, intuitif. On n'a pas besoin de savoir coder, l'outil est très accessible. Et donc, avant de commencer à vous montrer comment ça marche dans le détail, avant de rentrer dans l'outil, je vais juste vous montrer 3 exemples pour aussi vous donner envie de découvrir cet outil et de vous montrer les potentialités parce qu'elles sont quand même énormes. Donc, quelques exemples. Donc là, on commence avec quelque chose de très ludique. C'est une carte avec une chronologie. C'est ça l'avantage aussi de CartoDB, c'est qu'on peut intégrer des timelines, des données qui ont à la fois une valeur géographique mais aussi une valeur temporelle et donc des valeurs qui changent dans le temps sur une carte. Donc c'est là les points jaunes, on ne voit pas très bien, mais c'est tous les tweets qui, avec le mot-clé sunrise, donc lever du soleil. Et dans la timeline, on peut voir la rotation du soleil, le mouvement. Et en fait, on voit que les tweets, ils suivent cette ligne. Je vais vous montrer la version interactive. Donc si je clique sur... C'est pas là, c'est là... Donc si je clique sur Play, vous allez voir, il y a la ligne de la lumière qui bouge et tous les tweets qui suivent. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à faire. On extrait des tweets sur Twitter avec des mots-clés. On garde la valeur chronologique et géographique et très rapidement, avec CartoDB et les données sur un fichier Excel, on peut le faire très, très facilement. Et là, c'est des tweets avec le mot-clé Sunrise, mais ça pourrait être quelque chose avec beaucoup plus de sens derrière par rapport à un événement mondial ou pas important. C'est vraiment important comme potentiel et avec Google ou OpenStreetMap, on ne peut pas faire la même chose. Surtout de façon si simple. Le deuxième exemple, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses sérieuses aussi avec CartoDB. Là, c'est un projet de journalisme plus, donc c'est un collectif de journalistes engagés qui a recensé les données concernant les migrants, et notamment les migrants qui ont décédé depuis 15 ans un peu partout dans le monde. Donc avant ce travail, ces données n'existaient pas de façon agrégée. Et je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais l'intérêt de cette cartographie, c'est qu'elle a été intégrée dans une histoire, d'ailleurs dans 2 histoires, parce qu'ils viennent de rajouter une deuxième couche. Mais on peut, dans la carte qui est dans le titre de l'histoire, en fait, donc c'est par là qu'on rentre, qu'on arrive sur le site, on peut tout de suite zoomer, par exemple là, c'est assez fou. Donc le nombre de décès depuis 15 ans. Et on peut aller tout de suite en détail. Donc par exemple, je sais que le point rouge là, c'est 11 réfugiés qui sont décédés dans la mer. Et après, quand je rentre, en fait, en termes de mise en page, la carte est complètement intégrée, il n'y a pas de déconnexion entre les deux. Je rentre dans le détail de l'histoire, je vais lire plus en détail cette histoire autour des réfugiés, c'est la deuxième couche qu'ils ont ajoutée, des questions d'argent, l'argent qui est dépensé par les réfugiés pour sortir de leur pays, ou par les pays pour les accueillir, ou pour les expulser. Et là, ce n'est pas de la CartoDB, mais je vous invite à voir cette infographie, ça permet de voir qu'en fait, tout ça, c'est l'argent qu'on dépense pour les expulser
Et quand on compare ça, c'est quand même un peu absurde. Mais bon, c'est tout un autre débat. Et mon troisième exemple, c'est un exemple un peu plus, un peu plus franco-français. C'est pour montrer qu'on peut aller vraiment dans le détail avec CartoDB. Donc là, c'est une carte de la France où on a les taxes locales qu'on paye. Là, ça nous permet d'avoir une vision globale et on peut vraiment aller dans le détail. Par exemple, à Nantes, on voit que c'est vraiment sur la commune de Nantes qu'on paye un peu plus par rapport aux autres communes autour. Et qu'à Cordemais, où il y a la centrale, en fait, on paye aussi moins d'impôts. Donc c'est juste... ça permet d'avoir une vision à la fois globale et à la fois très, très, très détaillée. Et ça permet de voir aussi qu'on peut intégrer les cartes CartoDB sur différents types de supports. Là, c'est la carte toute seule qui raconte l'histoire. Il n'y a même pas de titre, c'est juste un filtre. Il n'y a pas de texte. Voilà. Donc maintenant, j'espère que vous avez tous envie de faire des cartes. Donc, on commence en créant un compte sur CartoDB. Si on a un compte Google, c'est vraiment tout simple. On fait login with Google et ça prend 2 secondes, on est connecté. On arrive sur une page qui nous demande si on veut créer notre carte. Donc, on clique sur New Map. Et quand on clique là, on arrive en fait sur la base de dataset. En fait, dataset, c'est les jeux de données. Donc, on arrive sur notre répertoire de jeux de données. Tous les jeux de données qu'on va charger sur CartoDB vont être référencés au même endroit, même s'ils sont connectés à des cartes différentes. Par défaut, vous avez déjà un jeu de données qui est présent dans ce répertoire. Ça permet de faire des tests, par exemple, juste jouer un peu avant de faire sa première carte. Mais nous, en fait, on va s'intéresser à un nouveau jeu de données que j'ai récupéré hier. Et on va aller sur Connect Dataset. En fait, c'est Connect Dataset, ça veut dire qu'on a notre propre jeu de données et qu'on veut le charger. Donc, quand on arrive là, on peut soit le télécharger, si on a l'uploader, si on a sur notre ordinateur. Si c'est un jeu de données qui est en ligne, on peut aussi juste mettre le lien plutôt que de télécharger et après uploader. Et ça permet d'avoir aussi des interactions avec Google Drive, Dropbox, même Twitter et Mailchimp. Les deux là, je n'ai jamais essayé, mais on a testé. Je n'ai jamais testé. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être possible parce que je ne vois pas d'autre intérêt. Peut-être par rapport au compte connecté à notre profil. Je ne sais pas. Il faudrait regarder. En termes de format de fichiers, le plus fréquent c'est SV et XLS. En fait, c'est des fichiers qu'on peut traiter avec des tableurs, avec Excel par exemple. Mais quand il s'agit de données géographiques, par exemple des routes, ou des polygones, des données qui permettent d'entourer une commune, par exemple, des choses comme ça va être souvent des KML, notamment si on est sur des sites open data, souvent c'est ce type de données. Mais il y a encore d'autres formats, vous pouvez aller voir la liste, il y a vraiment beaucoup. Donc moi, je suis allée charger mon jeu de données que j'avais sur mon ordinateur, et tout de suite, j'ai eu des points sur Nantes. Donc sur le jeu de données, c'était les gonfleurs à vélo en libre service, je l'ai pris sur le site d'open data à Nantes. Et ça, c'est pas mal, mais on pourrait se dire aussi que ce serait intéressant d'avoir une carte plus riche par rapport à la thématique du vélo. Donc je suis allée chercher le jeu de données des réparateurs de vélos à Nantes. Donc là, tout de suite, j'ai une carte un peu plus intéressante, parce que ça me permet de voir où sont les réparateurs, où sont les gonfleurs en libre service. Et donc si j'ai un problème, ça va être beaucoup plus simple pour y accéder. CartoDB, c'est accessible, c'est responsive, donc on pourrait imaginer cette carte sur un téléphone portable. Et donc, c'est déjà un outil pour quelqu'un qui utilise un vélo. Et c'est tout simple, ça m'a pris 5 minutes à faire. Et si on voulait aller encore plus loin, on pourrait ajouter une troisième couche de données avec, par exemple, toutes les pistes cyclables. Là, ça n'a pas marché parce que en fait, sur les données open data de Nantes, les pistes cyclables, normalement, sont classées par
niveaux de cyclabilité. Donc de 1 à 4. À 4, elles sont vraiment très cyclables, et à 1, si elles ne sont pas du tout cyclables. Et normalement, il devrait y avoir... moi, je voulais faire un dégradé de couleurs. C'est possible avec CartoDB, par exemple rouge pour les pistes qui ne sont pas cyclables et verte pour les pistes qui sont cyclables. Mais en fait, cette partie du jeu de données n'était pas disponible hier. Donc là, j'ai toutes les pistes, donc je pense que c'est toutes les routes. Mais bon, c'était juste pour vous montrer que très facilement, moi, j'ai rien fait, hein, j'ai juste uploadé le fichier. Très facilement, l'outil reconnaît que ce sont des routes. Et ben voilà, j'ai des routes. Et pour... je suis allée sur le site Open Data Nantes. J'ai cherché réparateur vélo et j'ai téléchargé le fichier CSV, le fichier. Oui, et je ne l'ai pas traité, je l'ai importé après sur CartoDB. Et donc, maintenant que vous avez vu un aperçu de ce qu'on peut faire très rapidement avec quelques jeux de données, juste comme ça, je préfère vous montrer l'outil en direct. On ne le voit pas très bien parce que c'est pas très au niveau du zoom, mais pour vous montrer toutes les fonctionnalités et des fonctionnalités qui sont intuitives en fait. Même si elles sont nombreuses, on s'en sort. Donc là, du côté droit, j'ai plusieurs couches. Donc voilà, j'ai déjà cliqué là où je devais pas. Du côté droit, j'ai tout ça. Donc 1, 2, 3. En fait, c'est mes 3 couches de données. À chaque fois que j'ajoute une couche de données, Add Layer, j'ai encore un onglet qui va venir se rajouter. Et l'ordre de rajout, elle est importante parce que, par exemple, si j'avais fait comme dans l'ordre de PowerPoint, donc les routes à la fin, les routes viendraient sous les points, ils viendraient cacher les points, les premiers points. Après, on peut inverser. Hein. Je peux prendre là le 2 et le mettre 1, 1. Voilà, je ne sais pas si ça, voilà, par exemple là les points bleus je les vois beaucoup moins parce qu'ils sont sous les routes. Ouais. Hop, voilà. Je vais cacher les routes parce que ça trouve un peu le... Voilà, et je vais zoomer un peu. Donc la carte que j'ai là, c'est déjà le rendu final. Hein. Si je voulais, je pouvais cliquer sur Publish, donc c'est là à droite en haut. Et je peux déjà envoyer le lien, je peux déjà le mettre sur un site parce que j'ai le code, ou je peux même mettre en place une API pour avoir des interactions plus intéressantes avec d'autres outils. Mais là, cette partie un peu technique, moi, je n'ai jamais fait. Hein. Pour des utilisations simples, le code, ça suffit. Donc, au niveau des jeux de données, par exemple, sur les réparateurs vélo, donc j'ai mon onglet là, je peux choisir le type de points que je veux avoir, ou le type de représentation. Je vais dézoomer pour que vous puissiez le voir plus facilement. Donc, par exemple, là, j'ai choisi cluster et on ne voit pas très bien, mais les données s'agrègent. Quand je choisis cette catégorie de visualisation, les points se rassemblent et après on peut rentrer dans le détail. C'est plus intéressant quand on a plus de données que ça. Je pourrais imaginer une classification par couleur. Par exemple, si j'avais le prix des tarifs, si j'avais les tarifs des réparateurs, je pouvais avoir un système de couleurs. Donc, il suffit de cliquer là et je choisis quelle est la colonne qui m'indique le niveau de prix. Et après, j'ai tout de suite un dégradé. Parce que derrière, en fait, là, on est sur le map view, mais derrière, pour chaque couche, si je clique là, j'ai mes données. Hein. Donc, je sais que, par exemple, si j'avais une colonne prix, tarif des réparations, je l'aurais là et elle serait visible, en fait. Donc, pour chaque couche, je peux soit choisir différentes catégories, et ça va assez loin. Selon le jeu de données importé, il va nous suggérer des catégories différentes. Par exemple, si c'était pour les routes, par exemple, là, c'est plus du tout la même chose. Hop. J'ai aussi des bubbles, mais c'est souvent c'est plus simple et c'est plus en lien avec le type de données. Et
Et par exemple, si on avait beaucoup de données, on pourrait faire des heatmaps pour voir quelles sont les zones qui sont les plus fournies en termes de services, par exemple, ou des trucs d'intensité, ou même si vraiment il y avait beaucoup, parfois c'est drôle de faire des cartes où on a comme les ruches des abeilles, où on a des hexagones qui changent de couleur selon la densité à l'intérieur de chaque hexagone. Donc là, j'ai fait assez simple. Et en fait, souvent, moi, j'emporte un jeu de données. S'il y a beaucoup de données, je joue un peu avec les différentes catégories avant de décider quelle est la meilleure. Parce que parfois, je me surprends avec le résultat. C'est assez étonnant. Donc, je peux changer les types. Je peux ajouter... Là, c'est... Quand je clique sur les points actuellement, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, mais ça me dit que en fait, je n'ai pas encore sélectionné les informations que je veux montrer. Donc là, si je vais sur ma couche de données, il y a le petit point là, Info Window. Je peux décider si je veux que la fenêtre s'ouvre quand je clique ou quand je passe tout simplement avec la souris. Donc soit clic, soit ouvre. Donc je choisis entre les deux onglets là, les deux onglets. Et je vais choisir quelles sont les informations que je veux dans cette petite fenêtre. Donc, par exemple, j'aimerais bien que le nom apparaisse, le nom du réparateur de vélo. Hop, là c'est libre. Donc, si je clique sur le point bleu là, je l'ai déjà. En fait, c'est des Décathlon. Je pourrais aussi imaginer le numéro de téléphone, pourquoi pas, c'est pour que je puisse appeler tout de suite, ou l'adresse, pour avoir l'adresse plus précise. Donc tout ça, c'est des colonnes que j'ai dans mon fichier. Hein. Donc moi, si mon fichier est bien préparé, normalement là, vous vous en sortez très bien parce que vous retrouvez les informations dont vous avez besoin. Non. Non, là c'est... Non. Un itinéraire, sauf si dans mon jeu de données, il y a les itinéraires. Donc là, par exemple, j'avais les routes, mais on pourrait imaginer que plutôt que de toutes les routes, j'aurais juste un itinéraire. Mais si on veut... Après, on peut créer des interactions entre le résultat final et Google qui va nous permettre de trouver l'itinéraire jusqu'au point où on va aller. Mais ça, je n'ai jamais fait. Hein. Je ne sais pas. Donc là, j'ai déjà les informations qui m'intéressent. Je peux aussi, si je m'y connais un peu, pour chaque jeu de données, je peux rentrer dans le code. Donc vraiment personnaliser. Si là, je voulais pas des boules, je voulais une étoile, je peux aller dans le code et mettre... je sais pas comment ça se fait parce que je sais pas quels sont les codes pour les étoiles, mais je pourrais le changer. La couleur, si je voulais avoir les couleurs de ma charte graphique, par exemple, il suffit de changer le FF là, je crois. Non, non, celui-là. Donc vraiment, on peut personnaliser jusqu'au bout. Et on peut aussi ajouter une légende. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de légende, mais il suffit de cliquer donc, dans légende. On l'active, on met custom et on ajoute. Donc voilà. On peut modifier le texte, on peut modifier les couleurs. On peut même ajouter des pictos, ça c'est nouveau. Voilà. On peut ajouter des pictos et on peut même ajouter nos propres pictos, ça je découvre. Par exemple pour les réparateurs de vélo, on pourrait imaginer que moi j'avais mon picto pour le réparateur, je pouvais l'ajouter là et le mettre dans la légende de ma cartographie. Donc ça c'est pour les données. Pour la carte en général, on a encore des options de personnalisation là en bas à gauche et en haut à gauche aussi. Donc en haut, on a les éléments pour construire l'histoire autour de notre carte, un peu comme sur le site sur les migrants. On peut ajouter un titre, du texte, des annotations, des images. On peut prévisualiser sur ordinateur ou sur mobile. Donc là, par exemple, si je clique là, j'ai ma carte sur mobile.
avec le menu qui a changé pour que ce soit responsive. Je peux exporter ma cartographie en image. Je pense que dans la version payante, en fait tout ça c'est gratuit, hein. Pour l'instant avec tout ça j'ai rien payé. Dans la version payante je pense qu'on peut l'exporter en PDF aussi. Soit en PNG soit en JPEG je pense. Un des deux. Je l'ai testé hier, ça rendait bien, c'est pas en haute définition, on peut pas la mettre dans un document imprimé, sauf si vraiment on n'a pas beaucoup de données et on... Ah non, si c'est une image, non. C'est une image statique. Sinon, dans Publish, on a le code pour mettre sur un site. Donc, on ne va pas mettre l'image, en fait. Et en bas à gauche, je peux changer les fonds. Donc, je peux choisir des fonds de plusieurs types de fonds. Je pense que on peut même ajouter des fonds que nous avons créés avec les autres outils. Je n'ai pas encore testé, mais avec Mapbox, par exemple, on peut travailler, personnaliser nos fonds de cartes. Et en fait, CartoDB a été créé par les mêmes créateurs de Mapbox, et donc les interactions sont assez importantes. Donc si vous avez un fond qui correspond à votre entreprise, bah, vous pouvez le réutiliser sur ces types d'outils, en fait. Donc j'enlève ça, mais déjà là, on a beaucoup plus que dans Google Maps ou dans une map. Donc on a vraiment plein de fonds. Et je pense que souvent c'est des fonds qui viennent de OpenStreetMap. Mais là, c'est pas indiqué. Voilà, je reviens à mon fond original. Dans les options, en fait, la fenêtre que vous voyez, c'est la fenêtre d'affichage final qui a par défaut un moteur de recherche intégré, un bouton de partage. Là, je clique, ça marche pas parce que je pense qu'il faut que je sorte la version d'édition. Mais là, si je clique là, ça va me demander si je veux partager par mail, par Twitter, etc. Et qu'il y a une fonctionnalité de zoom. Mais dans les options, en fait, vous pouvez changer tout ça. Vous pouvez décider que par défaut, il y a un titre. Par défaut, il y a une description que je n'ai pas ajoutée, donc elle n'apparaît pas. Donc le moteur de recherche, je peux l'enlever. Les options de partage, je peux l'enlever. Les zooms, je peux l'enlever si je veux un zoom fixe. Mais si je veux pas, oui, je sais pas pourquoi je ne mettrais pas les options de zoom, mais c'est toujours intéressant de savoir que c'est possible. On peut sélectionner aussi, on peut aussi activer une fonctionnalité qui va nous permettre de dire quelles sont les couches que je veux voir. Donc permettre à l'utilisateur de regarder la carte soit complète, donc avec les routes, soit juste les réparateurs, soit juste... Là, c'est quand j'ai beaucoup de catégories, bah, parfois c'est trop rechargé, et donc permettre d'avoir la possibilité de choisir quels sont les éléments qui m'intéressent, ça peut être utile. Et si par défaut, je veux que ce soit en plein écran. En fait, quand je clique sur le lien, tout de suite, ça s'affiche en plein écran sur l'ordinateur, mais c'est un peu invasif, donc il ne faut pas trop l'utiliser, je pense. Ça, c'est le Layer Selector. En fait, le layer, c'est les couches de données. Je peux aussi créer des filtres si vraiment il y a beaucoup de données. Je peux mettre en place des filtres. Non, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, pour nous, en fait, on a cette option dans les couches là. Par exemple, je peux décider que je veux que les réparateurs, et donc j'active. En fait, vous ne voyez pas parce que si je le mets plus par là, donc dans le petit bouton là, chaque couche a son petit bouton et ça permet de décider de le visualiser ou pas. Et là, c'est vraiment pour l'utilisateur. Ah non. Là, c'est chaque couche a son tableau en fait. Parce que je l'ai intégré un par un. Oui. Sinon, je serais obligée de créer des filtres en bas si je voulais pouvoir jouer avec les différentes catégories. Mais c'est plus facile sur CartoDB, c'est plus facile si on intègre couche par couche parce que comme ça, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour
jouer avec les données après. Je voulais vous dire, si par exemple on se rend compte qu'il manquait un point et que ça vient d'être un réparateur qui vient de se mettre en place et je n'ai pas forcément envie de tout refaire, c'est possible aussi d'ajouter des points manuellement. C'est en bas à droite là. Donc dans chaque couche de données, en bas de la fenêtre, j'ai Add Feature et en fait ça me permet de rajouter un point manuellement. Ouais. Mais c'est pas évident de modifier les données, hein. C'est plus facile parfois de travailler sur le fichier, retravailler le fichier sur notre ordi et le recharger. Oui. Parfois, ça arrive qu'on emporte les données et qu'on n'ait pas de points. Donc ça veut dire qu'il a pas eu que l'outil n'a pas réussi à géolocaliser nos données. Donc quand ça arrive, on va sur Data View. On cherche la colonne où il y a une donnée de géolocalisation. Là, c'est facile. Le plus fiable, c'est qu'on a une colonne avec la latitude et la longitude, et on note avec la longitude. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. D'habitude, l'outil reconnaît automatiquement et c'est fiable. Parfois, ça arrive aussi qu'on n'ait que l'adresse. Même sur les données open data, ça arrive souvent. Donc, quand ça arrive, on va sur la data view, on cherche là par exemple, je sais que j'ai une donnée de géolocalisation, donc c'est la rue et le numéro de la rue. Je vais sur GeoReference et en fait, on arrive à un outil qui nous permet de géolocaliser nos données manuellement. Je peux pas zoomer, si, je peux. Mais c'est pas très pratique. Donc voilà. Donc soit il n'a pas reconnu la latitude et la longitude et on l'avait. Donc on va lui dire, en fait la longitude était là. Parfois ça ne reconnaît pas tout de suite parce que le titre il correspond pas vraiment au contenu ou le titre de la colonne. Donc on va lui dire la longitude c'est cette colonne, la latitude c'est cette colonne et normalement ça se passe bien. Soit on ajoute les noms des villes. Et là, ça veut dire que la géolocalisation va être un peu, ça va être dans la ville, mais n'importe où dans la ville. Et on va lui dire, le nom de la ville est stocké dans cette colonne, et c'est dans cette région, et c'est dans ce pays. Ça va l'aider parce que comme c'est un outil international, il faut lui dire exactement parce que le nom d'une ville française, peut-être qu'il a la même ville aux États-Unis. Voilà. Soit j'ai juste les régions et c'est pareil, je vais faire la même procédure. Soit j'ai juste les codes postaux. Visiblement, ça marche aussi avec les adresses IP. À tester, je ne l'ai pas encore fait. Soit on a l'adresse complète avec les noms des rues et voilà. Donc, ça ne me propose pas de le faire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est probablement parce que mes données, de toute façon, elles sont déjà géolocalisées. Oui, oui, c'est ça, oui. Ah oui, oui. Pour la géolocalisation à partir, c'est vrai parce que je l'ai testé hier et du coup aujourd'hui, c'est pour la géolocalisation à partir des adresses précises. En fait, dans la version gratuite, il y a une limite. Donc c'est pour ça, 0 crédit dans ce mois en fait. J'ai tout dépensé. Merci à tous. Et, je vais mettre les slides à disposition et je vais intégrer les liens pour que ce soit plus simple.